Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes docteur en géopolitique, professeur à Sciences Po. Vous aviez écrit « La guerre mondiale n'aura pas lieu ». On a toujours envie d'y croire, mais le ciel et le monde s'assombrit encore chaque jour davantage. On va parler évidemment du ciel de Russie et du ciel d'Europe, mais d'abord, Gaza brûle. Gaza brûle, c'est le ministre de la Défense israélien lui-même qui le dit ce matin et qui semble s'en réjouir. Nuit de bombardements intenses sur Gaza cette nuit et l'offensive terrestre aurait même commencé dans Gazaville selon certains médias israéliens. Quelle est la situation ? D'abord, je dirais que la vengeance est toujours mauvaise conseillère. C'est une chose de vouloir se défendre contre le Hamas, et à juste titre d'ailleurs. De ce point de vue-là, on peut même aller directement dans le droit international. L'article 51 du chapitre 7 de la charte implique le droit à la légitime défense, et le Hamas a toujours été un mouvement terroriste qui ne reconnaît pas Israël et qui souhaite le détruire. Et on ne reviendra pas au 7 octobre. Ça, c'est une chose. Mais c'en est une autre de cibler ce groupe terroriste, sachant que, en le ciblant, eh bien, la population civile, qui, elle, ne peut pas être tenue comme responsable, va subir des effets absolument catastrophiques. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est rhétorique. Vous avez raison de rappeler que le ministre de la Défense, mais également plusieurs ministres d'extrême droite, en font tant et plus dans le registre de la vengeance, en réalité. Et ça, d'un point de vue strictement militaire, vous m'invitez en tant que géopolitologue et non pas en tant qu'humanitaire, je vous le dis, sur le plan strict stratégique et militaire, cette offensive, elle risque de ne pas mener à la victoire. Pourquoi ? Parce que dans les guerres asymétriques que les États connaissent maintenant depuis pratiquement 50 ans, 60 ans, eh bien, dans la quasi-totalité des cas, le groupe le plus, le belligérant le plus faible, c'est-à-dire le groupe terroriste ou le groupe rebelle, on va l'appeler comme ça, ne capitule pas. Or, s'il n'y a pas de capitulation, eh bien les soldats israéliens seront contraints, comme finalement un petit peu dans les années 80 de première intifada, de faire la police dans ce territoire d'abord complètement détruit et surpeuplé, d'un peu plus de 2 millions de personnes, sans avoir en réalité obtenu de résultats politico-militaires, parce que de toute façon, il y aura toujours des combattants ou des terroristes du Hamas cachés dans telle ou telle ruine, dans tel ou tel tunnel, à aller cibler un soldat israélien. Voilà pour le contexte. Quand on regarde ce qui s'est passé précisément cette nuit, non seulement Gaza brûle, mais il semble enflammer même le reste du monde. Il y a la question de la venue de Marc Rubio, on va y revenir dans un instant. Il y a la perspective aussi de la reconnaissance de la Palestine. On est dans un moment où les choses bougent et pourtant, cette urgence à bombarder et même à lancer une offensive terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire cette offensive terrestre et pourquoi est-ce qu'Israël se lance dans une telle offensive ? Alors vous savez que la majorité des Israéliens, depuis le 7 octobre, donc depuis pratiquement 2 ans, voire parfois la grande majorité des Israéliens, contestent la politique de l'actuel gouvernement, y compris à Gaza, en faisant porter en quelque sorte la responsabilité de ce terrible pogrom sur Netanyahou, qui était déjà au pouvoir depuis 2009. Or, l'une des hypothèses émises non seulement par une partie de la population, par des militaires, et pas seulement des militaires gauchistes, comme le dit le gouvernement israélien, et encore récemment par plus de 500 spécialistes du renseignement, du militaire et du diplomatique en Israël, qui ont déjà été aux manettes du pouvoir, c'est que ce gouvernement souhaite poursuivre la guerre pour se maintenir en place. Et c'est notamment vrai pour le Premier ministre Netanyahou lui-même. Parce que sinon, d'un point de vue strictement militaire, je le répète, je ne vois pas bien la possibilité ou la probabilité de l'emporter de manière décisive sur le Hamas. Ça veut dire quoi, une offensive terrestre ? Quelle est la différence avec ce qui s'est passé jusqu'à présent ? Pourquoi est-ce qu'on parle et longue offensive terrestre? Alors l'offensive terrestre, par définition, elle met en jeu des bataillons, des régiments, on appellerait ça des divisions entières. Et ce sont des soldats qui vont au sol, donc au contact direct des combattants ou des terroristes du Hamas. Alors officiellement, c'est évidemment pour détruire le Hamas. C'est également pour aller récupérer la vingtaine d'otages et un certain nombre de corps d'otages restant sur place, que vous ne pouvez pas faire, par définition, là encore, uniquement en bombardant, y compris lorsque vous bombardez des cibles de nature militaire. Et donc je pense que jusqu'à présent, ce qui s'était joué, c'était l'incapacité, ou la destruction en tout cas, des capacités balistiques et terroristes du Hamas sur le sol israélien. Autrement dit, par les bombardements, les Israéliens ont réussi, et ça d'un point de vue militaire, c'est pas contestable, ils ont réussi à empêcher, sans doute de manière définitive, le Hamas de projeter à nouveau de la violence sur le sol israélien. Frédéric Ancel, l'ambassadeur d'Israël, y compris à ce micro, disait et affirmait que si les otages étaient libérés, la guerre s'arrêtait.
Pourquoi le Hamas ne libère pas les otages? Le Hamas est un mouvement non seulement terroriste, islamiste radical, mais de nature apocalyptique. Et Sinwar, qui a été le chef militaire du Hamas, qui a été tué éliminé. voilà, l'an dernier, ne s'en faisait absolument pas mystère. Et il le disait publiquement, il l'écrivait. Et il considérait que, en portant un coup très dur, donc en l'occurrence le massacre du 7 octobre, eh bien la société israélienne allait s'effondrer et l'objectif allait être atteint, c'est-à-dire non seulement la destruction d'Israël, mais la destruction en réalité de ce que déteste au dernier degré le Hamas, comme tous les islamistes radicaux, c'est-à-dire les juifs et entre parenthèses ceux qui ne sont pas musulmans de manière générale. C'est-à-dire les chrétiens aussi, ceux qu'ils voient comme les polythéistes. Les premiers d'une longue série d'ennemis. Les premiers et les pires. Des ennemis aux yeux des islamistes radicaux. Et le Hamas, c'est la branche palestinienne des Ikhwan, des frères musulmans. Donc une confrérie radicale créée en 28 en Égypte. Et de ce point de vue-là, ces gens ne capituleront pas parce que la véritable vie, pour eux, elle se trouve ailleurs, elle se trouve dans l'au-delà. Ici, c'est qu'une vie test, en quelque sorte. Donc mourir en shahid, mourir en combattant, et en combattant bien évidemment l'ennemi, quitte à faire payer à leur propre population un prix extraordinairement lourd, au fond, ça correspond à une véritable logique de nature théologique. La question aussi de l'influence ou non des États-Unis. Le Marc Rubio était en Israël jusqu'à hier soir. Il a apporté son soutien à Benyamin Netanyahou, mais il a dit aussi qu'il estimait que la reconnaissance de la Palestine avait enhardi le Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quelles sont les conséquences de ce mouvement diplomatique en faveur de la reconnaissance de la Palestine et notamment grâce à la France? Alors ça veut dire deux choses. D'abord que les États-Unis sont pour l'instant indéfectiblement derrière Israël. C'est là encore le moins qu'on puisse dire. Voilà un gouvernement ultranationaliste donc qui mène une guerre extraordinairement destructrice. Bon jusqu'à présent, en dépit de ce qu'on a pu dire des rodomontades et de l'imprévisibilité authentique d'ailleurs de Trump, de l'Iran à Gaza, en passant d'ailleurs par le Qatar. En réalité, Washington pour l'instant est tout à fait derrière Israël et c'est ce qui compte pour Netanyahou qui n'en fait qu'à sa tête par ailleurs. Mais il ne pourrait poser au président Trump. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsque Rubio dit c'est un encouragement au Hamas, non, c'est faux. Parce que ce qui a été voté à l'Assemblée générale des Nations Unies il y a quelques jours de cela, et d'ailleurs une première, c'est effectivement la volonté, une nouvelle fois émise depuis la résolution 242 du 22 novembre 67. L'ONU réaffirme sa volonté de la solution à deux États, qui avait déjà été préconisée en 47, comme c'est pas nouveau, mais sans le Hamas. Et avec le désarmement. Concrètement très explicitement dans la résolution. Absolument. C'est sans le Hamas. Et c'est une première. Et c'est une première qui fait suite à une lettre d'intention publiée par la quasi-totalité des pays arabes. C'est-à-dire comment c'est possible de reconnaître d'un côté la Palestine, mais en disant sans le Hamas. Concrètement, le Hamas y est présent pour l'instant. Justement, c'est bien la contradiction. Qui tensent Israël avec raison sur le plan humanitaire, ont moins raison sur le plan strictement politico-militaire. Comment, vous avez posé la question, comment fait-on sans le Hamas si le Hamas n'est pas vaincu? Par qui il peut être vaincu? Simplement par Israël. Et j'ajoute que la lettre d'intention publiée il y a quelques semaines de cela par la quasi-totalité des pays arabes, dont il faut saluer d'ailleurs la modération sur le conflit israélo-arabe, indiquait, là encore c'est une première, que le Hamas devait être désarmé et ne pourrait pas participer à la vie politique intra-palestinienne, donc aux côtés de l'autorité palestinienne, dans les mois ou les années à venir. Il y a la diplomatie, il y a la politique, et on le sent bien, on le disait, Gaza brûle, et enflamme aussi le reste du monde. Il y a eu les images de cette arrivée du Tour d'Espagne qui, à Madrid, ont été empêchées par jusqu'à, semble-t-il, 100 000 manifestants pro-palestiniens qui voulaient boycotter l'équipe israélienne. Il y a ensuite aujourd'hui un débat politique sur la question des drapeaux palestiniens. Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, qui invite les mairies de France à pavoiser avec le drapeau palestinien le 22 septembre, c'est-à-dire le jour de la reconnaissance de l'État palestinien. Est-ce que ces conséquences, pour le géopolitologue que vous êtes, vous imaginez des conséquences aussi politiques? Et quelle est la limite ensuite entre la haine ou la hargne qui se manifeste chez les manifestants jusqu'à détruire l'arrivée d'une course et ce qui est vraiment du soutien politique? J'ai toujours été profondément à la fois modéré et républicain. Je pense que le droit à la manifestation et à l'émotion sont absolument complets et reconnus dans nos pays démocratiques, puisque vous citez notamment l'Espagne, qui est aussi un grand pays démocratique. Le droit à l'émeute n'existe pas, d'une part. D'autre part, l'importation du conflit israélo-palestinien, je l'ai toujours qualifié d'un terme extrêmement fort que je continue d'assumer, c'est criminel. Potentiellement, c'est criminel. Ça veut dire quoi? Ça signifie que les conséquences peuvent être extraordinairement graves et on voit déjà non seulement des manifestations
qui encore une fois sont tolérés, mais et autorisés, mais des émeutes et des actes à caractère antisémite de gens qui sont d'abord bien évidemment stupides, puisque le racisme et l'antisémitisme sont d'une ânerie absolument considérable, mais au-delà de ça, qui sont manifestement encouragés par la volonté d'un certain nombre de leaders politiques inconséquents de stigmatiser non seulement la population israélienne, ce qui est idiot, puisque je vous rappelle que, et je vous le disais tout à l'heure, que la majorité des Israéliens sont opposés à la politique de leur actuel gouvernement, et notamment à l'extrême droite du gouvernement israélien, mais le boycott, par exemple, de sportifs ou d'artistes, alors là, si vous voulez... L'Eurovision, avec un certain nombre de pays, comme l'Espagne, qui dit qu'il ne participerait pas si l'équipe israélienne participe. Bah alors, ce boycott, de toute façon, n'a jamais aucun sens. Boycotter des artistes et des sportifs, encore une fois, je reprends un terme un petit peu fort, c'est idiot, surtout que les sportifs, mais plus particulièrement les artistes et les intellectuels israéliens, dans leur quasi-totalité, sont évidemment opposés à l'actuel gouvernement ultranationaliste. Mais au-delà de ça, lorsque vous essentialisez une population, et en l'occurrence... Alors ce mot essentialisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire de tout juif qu'il est en réalité un signe égal avec Netanyahou. Et quelque part responsable de ce qui se passe à 4000 km ou à 8000 km si on habite à 8000 km. Et de ce point de vue-là, on a affaire à quelque chose d'extrêmement grave qui s'appelle très simplement la stigmatisation vis-à-vis d'une population. Bon, la stigmatisation des juifs, ça s'appelle l'antisémitisme et c'est interdit en France. Frédéric Ancel, à quoi joue la Russie ? À quoi joue la Russie? Intrusion dans le ciel polonais la semaine dernière, puis dans le ciel roumain ce week-end, et à nouveau, semble-t-il, hier soir, puisque le Premier ministre polonais affirme que la Pologne a neutralisé un drone qui survolait des bâtiments gouvernementaux. Une enquête est en cours. À quoi joue la Russie? À tester l'OTAN de façon absolument permanente. D'ailleurs, ça avait commencé il y a déjà 1 an et demi, puisque je rappelle qu'un missile était tombé du côté polonais de la frontière. Alors, je dis bien qu'il s'agit simplement d'un test, puisque évidemment, ce n'est pas assumé. Le Kremlin ne dit pas, voilà, nous avons attaqué la Pologne, bien évidemment, ou la Roumanie. Mais ce test permanent, il est d'un point de vue géopolitique extrêmement important. Si nous, les Européens, nous, l'OTAN, de manière plus générale, et dans le nous, malheureusement, pardon, on est obligé de mettre encore aujourd'hui Washington, parce que l'OTAN, sans les Américains et les 80 à 85% de budget et de matériel et d'hommes proposés par les Américains dans le cadre de l'OTAN, sans eux, évidemment, l'OTAN n'a pas beaucoup de sens ni de réalité. Donc si nous, avec un N majuscule, ne réagissons pas très fermement, eh bien, M. Poutine ira toujours un peu plus loin. Et donc, on s'approchera effectivement, pour le coup, là, d'une potentialité de guerre régionale. Il faut réagir, donc, dites-vous. Et en même temps, si on réagit trop, on bascule dans la guerre? Alors, c'est la fameuse ligne rouge. C'est un concept très philosophique. Depuis 3 ans, nous avons peur de la ligne rouge, mais qui n'appartient en l'occurrence qu'à M. Poutine. C'est-à-dire que jusqu'où ne pas aller trop loin pour éviter une guerre mondiale. Et vous noterez que les Américains, alors c'est notamment vrai évidemment sous Biden, puisque Trump entretient un autre schéma géopolitique, il est allé systématiquement au secours des victoires ukrainiennes. C'est-à-dire que les États-Unis, très prudemment et très intelligemment, à mon avis, ont accompagné la résistance assez époustouflante, il faut quand même le dire, de l'Ukraine face à l'invasion russe. Et nous avons fait d'ailleurs pareil. Et nous avons permis à l'Ukraine de résister, mais nous ne lui avons pas permis de lancer des offensives ou des contre-offensives massives de peur, justement, de cette ligne rouge. Et cette ligne rouge, elle porte un nom, c'est le nucléaire. Parce qu'en réalité, l'armée russe sent, à la fin des fins, le joker nucléaire. On voit depuis 3 ans et demi sur les mers et sur terre quand même, et qu'elle n'est pas extraordinairement performante. Oui, mais j'ai toujours un étonnement par rapport à cette question de la limite nucléaire. Pendant longtemps, on nous a dit, et c'était très rassurant, que en gros rien ne pouvait nous arriver, puisque en France, grâce au général de Gaulle, nous avions l'arme atomique. Sauf que les guerres telles qu'on les voit se développer sous nos yeux, que ce soit la guerre dont on parlait à l'instant à Gaza, que ce soit la guerre en Ukraine, sont des guerres en réalité qui existent malgré tout, alors que l'un et l'autre de ces pays ont l'arme atomique. Ça n'a pas empêché les guerres conventionnelles. Alors, les guerres conventionnelles, ça les empêcherait, en l'occurrence, au sens où la Russie ne va pas conventionnellement attaquer la France. Bon, d'abord, elle n'en a pas les moyens. Mais là, pour le coup, elle risquerait, elle, de rencontrer cette fameuse ligne rouge. Et Moscou serait vitrifié, pour être très, très concret. En revanche, vous pointez le doigt sur ce qu'on appelle les guerres hybrides. Et la Russie mène un véritable conflit. Alors, je vais employer un autre terme pour ne pas galvauder celui important et considérable et grave de guerre, mais mène un conflit hybride avec une stratégie de contournement. Pensez notamment aux manœuvres, y compris militaires, russes chez nos anciens alliés et amis du Sahel. Pensez aux cyberattaques.
Pensez à la propagande. Pensez à ces fameux pochoirs, enfin à ces mains on va y rouges venir. peintes Les mains sur le rouges, mémorial de la Shoah. les têtes de cochon. On va y venir parce que effectivement, finalement, ça relie même, j'allais dire, tous ces morceaux du monde dans une même manière d'attiser la haine, y compris sur notre propre sol. Mais la Russie, je le disais, met au défi l'Europe. Et le porte-parole du Kremlin hier a même été jusqu'à dire que nous étions de facto en guerre, que de facto, l'OTAN, en autorisant le fait de descendre des drones russes, était en guerre. Et c'est également ce qu'a dit Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, qui dit la mise en œuvre de l'idée provocatrice de Kiev et d'autres idiots visant à créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine et à autoriser les pays de l'OTAN à abattre nos drones ne signifiera qu'une chose, la guerre de l'OTAN contre la Russie. Soi-disant même, nous serions, nous, les agresseurs. Oui, bah ça relève de la propagande russe, d'ailleurs qui ne date pas d'hier, qui ne date même pas d'ailleurs de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qui remonte au début des années 2000, alors pas au couronnement de Poutine, mais enfin quelques années plus tard, il a commencé effectivement. Vous voyez ce type de propagande. Là, en l'occurrence, je pense que Poutine instrumentalise des gens qui sont devenus de véritables fanatiques. Enfin, M. Medvedev est un fanatique au dernier degré pour nous faire peur. Et faire peur à l'Occident, faire peur à l'adversaire, on peut l'appeler l'ennemi, peu importe, ça ne coûte rien et ça peut rapporter beaucoup. Vous évoquiez à l'instant, il y a eu au moins 9 ingérences, comme on dit, qui sont comparables. Vous parliez à l'instant des mains rouges, ces fameux tags de mains rouges sur le mur des Justes à Paris, sur le mémorial de la Shoah. Il y avait eu précédemment des étoiles de David bleues au pochoir sur les rues de Paris. Il y a eu les têtes de cochons déposées devant les mosquées. Et pour chacune de ces actions, les enquêtes ont démontré qu'il s'agissait d'une ingérence étrangère, vraisemblablement russe ou en tout cas d'Europe de l'Est avec des commanditaires. Ça veut dire que on attise précisément les deux communautés dont nous parlions initialement, qui sont aussi la question de ceux qui se reconnaissent davantage dans l'État palestinien, de ceux qui se reconnaîtraient davantage dans l'État d'Israël, qui sont attisés par les Russes. Et là, on retrouve la guerre qui est aux portes de l'Europe. Ces deux-là, finalement, désormais, se mêlent. Mais oui, et se mêlent dans un schéma que je continue de qualifier de criminel. Tenter de créer les prodromes de la guerre civile chez l'autre, avec potentiellement donc des conséquences extraordinairement graves, ce n'est pas de nature délictueuse, c'est de nature criminelle, et il s'agit d'une ingérence par ailleurs en droit international absolument condamnable. Donc effectivement, on est dans le même esprit, et j'ajoute un dernier point, toujours en tant que républicain, je pense que l'extrême droite et l'extrême gauche, aujourd'hui en France, mais c'est vrai dans d'autres pays européens, portent une responsabilité écrasante dans ces ingérences et dans l'encouragement de la Russie à s'ingérer de manière grave dans les affaires françaises, notamment avec une espèce de, via une compromission, sinon une fascination pour la brutalité du Kremlin. À propos de quoi dites-vous cela? Du côté de l'extrême droite comme de l'extrême gauche? Mais parce qu'on est systématiquement complaisant à l'extrême droite et à l'extrême gauche, vis-à-vis d'abord de manière générale des pouvoirs autoritaires, voire totalitaires, et on est très complaisant dans sur ces deux cornes roides, comme les aurait appelés Louis XI au XVe siècle, c'est-à-dire ces deux adversaires, me semble-t-il, de l'arc républicain, très complaisant vis-à-vis, en l'occurrence, de la Russie et de M. Poutine. Dites-vous toujours que la guerre mondiale n'aura pas lieu? Non seulement elle n'aura pas lieu, mais je ne crois même pas à des guerres régionales. Il ne vous aura pas échappé que pour l'instant, les quelques rares, malheureusement meurtriers, mais très rares conflits qui prévalent aujourd'hui dans le monde, je rappelle qu'il y a 193 États, il y a 3 conflits ouverts, dont un intestin, qui est interne, civil, qui est celui qui prévaut au Soudan, dont on parle malheureusement pas suffisamment. Ce sont des conflits qui sont restés très localisés. Entre deux pays? Et parfois même pas, le Hamas n'est bien sûr pas un pays, c'est pas l'autorité palestinienne qui officiellement est en guerre avec Israël, et il y en a véritablement un seul interétatique qui est celui entre la Russie et l'Ukraine, et qui n'a même pas dégénéré en guerre régionale. Je n'y crois pas, notamment pour des raisons liées à la dissuasion. Les régimes politiques, dans leur majorité, ne sont pas suicidaires. Merci beaucoup, Frédéric Ancel. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, professeur à Sciences Po. Votre livre « La guerre mondiale n'aura pas lieu ». Vous êtes aussi à la tête des rencontres internationales géopolitiques de Trouville qui auront lieu en septembre prochain sur l'Afrique et la France, avec un pays invité qui est le Maroc.